Ce n'est pas fini tant que la grosse dame n'a pas chanté. Ce vieux dicton venu du monde de l'opéra s'applique assez bien à ce que nous vivons ici depuis quelques jours. Je suis fan de baseball, donc pour moi, le grand Yogi Berra, un homme qui comprenait la pression mieux que la plupart des politiciens ne le feront jamais, l'a dit encore mieux. Ce n'est pas fini tant que ce n'est pas fini. En géopolitique, ce n'est pas seulement une formule bien trouvée. C'est plutôt comme une mise en garde, quelque chose à prendre en compte avant d'essayer d'analyser les choses. Parce que l'histoire ne finit pas quand on le veut. Elle ne se conclut pas de manière nette. Elle ne suit pas les prédictions, les commentateurs des réseaux sociaux. Cela me rappelle les paroles immortelles de Nicolas Copernic. Oui, le gars qui a expliqué notre système solaire. Sa logique simple décrit tout ce qui se passe en ce moment de la meilleure et la plus claire des façons. Savoir que nous savons ce que nous savons et savoir que nous ne savons pas ce que nous ne savons pas, voilà la véritable connaissance. Tu comprends? Essayons de comprendre cela dans cet épisode. J'espère aujourd'hui comprendre ce qui se passe et aider à clarifier la situation ici en Israël et au Moyen-Orient. Nous vivons en Israël, la terre des prophètes et des prophéties. C'était il y a longtemps. Il n'y a plus de prophètes aujourd'hui. Il y en a beaucoup qui essaient de l'être pourtant. Je ne prétends pas connaître l'avenir et je ne dis pas avoir toutes les informations. Mais il y a ici certains faits incontestables. Il y a, dans toute la situation qui s'est déroulée avec l'Iran, les signes avant-coureurs, si je puis dire. Comme dans la Bible, le livre de Daniel dit exactement la même chose. Méné, méné, tekel ou farsin. C'est incroyable de voir comment l'histoire biblique s'applique au régime islamique de l'Iran aujourd'hui. Méné, Dieu a compté les jours de ton règne et y a mis fin. Tekel, tu as été pesé sur la balance et tu as été trouvé trop léger. Ou farsin, ton royaume est divisé et donné aux Mèdes et aux Perses. Cela reflète la réalité actuelle de l'Iran. Un autre parallèle biblique s'applique à nous tous. Je le partagerai à la fin de l'émission, alors restez avec moi. Donc, à part cela, en ce moment, ce que nous voyons ces derniers jours, ce n'est au fond que du bruit. Le président Trump annonce un cessez-le-feu de 2 semaines dans la guerre avec l'Iran pour explorer une possible résolution du conflit. Et soudainement, tout le monde dans les médias s'enflamme. Analystes, experts, influenceurs, politiciens, journalistes. Tout le monde théorise. Certains jubilent, d'autres sont déçus. Beaucoup sont convaincus qu'ils savent déjà comment cela va se terminer. Mais la vérité est simple. Personne ne sait ce que Trump a l'intention de faire, à part Trump lui-même. Nous pouvons analyser ce qui s'est passé. Nous pouvons évaluer la situation, mais pas prévoir la suite. L'histoire ne fonctionne pas ainsi. Après la Seconde Guerre mondiale, la montée de l'Union soviétique et la guerre froide étaient imprévues, sauf peut-être pour Churchill. Après la Grande Guerre, désormais appelée Première Guerre mondiale, personne n'imaginait que ce conflit, censé mettre fin à toutes les guerres, avait en fait préparé le terrain à une guerre mondiale encore plus sombre. Je l'ai déjà dit, nous, en Occident, vivons dans une société programmée pour la gratification immédiate. Pas d'attente, pas de processus, juste ici et maintenant. Quand quelque chose prend du temps, se fait par étapes ou demande de la patience, nous ne le supportons pas. Mais ce n'est pas comme ça que fonctionne le processus. L'histoire n'est pas disponible à la demande. Elle ne saute pas directement au dénouement. Elle se déroule lentement et de façon imprévisible. Si nous l'oublions, nous perdons la capacité de comprendre notre monde. L'histoire n'est pas une série Netflix. Nous n'avons pas tous les épisodes d'un coup. Nous n'avons pas la gratification instantanée. Nous ne pouvons pas regarder tout d'une traite jusqu'à la fin. Les processus se déroulent par étapes, les événements évoluent, et les résultats surprennent souvent même ceux qui les façonnent. Nous avons déjà vécu des situations similaires durant ces 30 derniers mois de guerre. Même avant l'accord sur les otages, chaque fois qu'il y avait un cessez-le-feu temporaire, les gens criaient « La guerre est finie, ils ont abandonné les otages ». Mais à chaque fois, nous avons repris le combat plus fort qu'avant. Nous avons frappé des cibles au Qatar, ce qui était inattendu. Nous avons intensifié les opérations au Liban après qu'ils ont violé les termes convenus. Et dans ces situations où nous nous sommes retenus, au grand désarroi de beaucoup, ils ont permis à Israël de se rétablir, de se regrouper et de devenir 1000 fois plus efficace. Même situation avec les États-Unis et l'attaque de juin dernier contre l'Iran. Ce sont des processus complexes qui se déroulent en plusieurs étapes.
Les États-Unis ont déjà mené 2 séries de négociations avec l'Iran. La première était la fenêtre de négociation de 60 jours. Les commentateurs de l'époque ont paniqué. Le 60e jour, Israël a lancé l'opération Am Khalavi, détruisant Ford et repoussant la menace nucléaire de plusieurs mois, montrant surtout aux États-Unis que l'Iran est fragile. Ensuite, début cette année, une seconde série a élargi les exigences sur l'uranium, les missiles et les forces supplétives, menant à l'échec des négociations. Le jour où cela est arrivé, les États-Unis et Israël ont lancé Epic Fury et Lions Roar. Ne vous laissez pas tromper par les discours défaitistes ni manipulés par la gauche ou les Iraniens. Nous entrons donc dans la 3e phase. Après d'énormes dégâts infligés à l'infrastructure iranienne, l'Iran fait semblant de ne pas être affecté, mais les faits crient la vérité. Ils ont fermé le détroit d'Ormuz, mais à un coût énorme. Les États du Golfe ont jusqu'à présent subi plus de dégâts qu'Israël. Les marchés de l'énergie ont tremblé. La dissidence interne est réprimée en Iran. Alors, est-ce que c'est une bonne ou une mauvaise chose? Est-ce une victoire ou un revers, un signe de faiblesse ou une pause stratégique? Seul le temps nous le dira. Si l'on regarde la situation régionale, il convient de noter que le message venant du président Trump, dans sa dernière déclaration du 9 avril, il a exposé une position très claire. La puissance militaire des États-Unis reste en place autour de l'Iran. Navires, avions, personnel et armes supplémentaires resteront jusqu'à l'application complète de l'accord. Il a souligné que si l'Iran ne respecte pas l'accord, les États-Unis sont prêts à répondre avec une force écrasante. Il a réitéré 2 engagements de longue date. L'Iran ne sera pas autorisé à obtenir des armes nucléaires et le détroit d'Ormuz doit rester ouvert et sécurisé. Trump a décrit la posture actuelle comme un état de préparation, l'armée américaine se réapprovisionnant, se reposant et se préparant à toute éventualité. Et il a conclu avec un message de force américaine renouvelé. Avec cette déclaration, il souligne qu'une chose est certaine, nous ne devons pas répéter les erreurs du passé. L'agression ne doit pas rester sans réponse. Nous ne devons pas tolérer la violence islamique en croyant à tort que l'apaisement apporte la paix, car ce n'est pas le cas. Nous avons vu où mène l'apaisement. Notre responsabilité, la vôtre, la mienne, celle du monde libre tout entier, n'est pas de prédire l'avenir. C'est de le façonner en refusant de répéter les erreurs qui nous ont menés à tout cela. Et cela commence par la clarté, le courage et le refus de se laisser bercer par la complaisance. Et ça d'ailleurs, c'est Israël depuis le 7 octobre. La trêve avec l'Iran offre une bonne occasion de réfléchir aux progrès réalisés. Israël a mené une opération militaire d'envergure mondiale, réalisée dans une coopération sans précédent et profonde avec les États-Unis. Cela alors que les alliés de l'OTAN sont restés à l'écart et ont refusé de coopérer. Cela seul marque un changement majeur dans les dynamiques internationales. Israël devient ainsi non pas seulement un partenaire, mais l'allié privilégié et le plus capable de Washington au Moyen-Orient. Dans tout le Golfe, la réaction a été claire. L'hostilité envers l'Iran s'est intensifiée et les États du Golfe, au lieu de prendre leur distance, se sont rapprochés d'Israël. Les liens avec les Émirats arabes unis se sont nettement et stratégiquement renforcés. Sur le champ de bataille, les armes et systèmes de défense israéliens se sont distingués. Leur succès transforme déjà le marché international et la demande pour la technologie israélienne devrait fortement croître. Et, au niveau régional, la dissuasion a changé. Un coup majeur a frappé ce que beaucoup appelaient la tête du serpent. L'acteur qui intimidait autrefois le Moyen-Orient semble aujourd'hui bien moins menaçant. Le tyran du quartier, l'Iran, n'a pas disparu, mais il a été affaibli d'une manière qui résonnera pendant des années. Et pendant ce temps, quel succès l'Iran a-t-il obtenu? Harcèlement et perturbation de nos vies en Israël. Tragiquement, la perte de 23 citoyens israéliens, mais aucun dommage militaire, aucun avion israélien touché, pas un seul soldat israélien blessé. Rien de comparable aux craintes que les experts prédisaient depuis des années. Cela aurait été idéal, écrit un commentateur israélien, si ce résultat plutôt bon était devenu excellent avec la chute du régime iranien. Mais cela, comme il le dit, dépend du peuple iranien, pas d'Israël. Israël sera désormais bien plus en sécurité pour longtemps. L'axe iranien est plus faible que jamais. Et si l'Iran tente de reconstruire les éléments essentiels de son programme nucléaire, Israël les détruira. Il est aussi important de se souvenir des événements marquants du mois dernier.
Les réalisations de l'opération Lions de guerre sont les suivantes. L'élimination du guide suprême Ali Khomeini et de dizaines de hauts responsables des premiers, deuxième et troisième rangs de la direction politique et militaire de l'Iran. La destruction de la marine iranienne. Environ 150 navires iraniens ont été détruits, ce qui représente plus de 90% de la marine iranienne. La destruction de l'armée de l'air iranienne. Des dizaines d'avions et d'hélicoptères, dont des avions de transport que l'Iran utilisait pour faire passer en contrebande des armes et d'autres moyens, ont été détruits. Destruction de la plupart des défenses aériennes iraniennes. La destruction de la majorité des lanceurs et missiles balistiques. La destruction des complexes souterrains de missiles. La destruction du complexe militaro-industriel iranien avec tous ses composants, en mettant l'accent sur la chaîne de production de missiles, les drones nucléaires et plus encore. Nous avons aussi constaté la destruction d'infrastructures iraniennes comme des ponts, chemins de fer, centrales électriques, l'installation gazière du champ de South Pars et plus encore. Il y a eu l'élimination d'environ 10 000 membres des forces du régime. Ce ne sont là que quelques-uns des événements incroyables qui se sont déroulés en seulement 40 jours. Pour l'instant, Israël peut s'attaquer à un autre problème qui plane depuis un certain temps, le Hezbollah. Israël a reporté toute son attention et ses forces sur la menace au Liban. Mercredi, Israël a mené 100 frappes contre le Hezbollah à travers le Liban en 10 minutes, tuant 182 terroristes. Israël repousse toujours le Hezbollah au-delà du Litani et plus au nord, au Liban. Plus d'avions sont disponibles pour la mission après le cessez-le-feu avec l'Iran. L'Iran a exigé que les pourparlers de cessez-le-feu incluent le Liban. Tout cela alors qu'il continuait à mener des frappes contre les Émirats arabes, le Qatar et le Koweït, et à bloquer le détroit d'Ormuz. Et puisqu'on parle de ne plus répéter les erreurs du passé, le courageux président Smakaroun de France s'est empressé de critiquer Israël et d'exiger un cessez-le-feu. Le ministre des Affaires étrangères de la République islamique de Belgique a fait de même, alors qu'il se trouvait à Beyrouth quand Israël détruisit les bastions du Hezbollah. Ces pays qui ont trahi les États-Unis et aidé les terroristes? Eh bien, c'est la vie, les gars. Bienvenue dans le nouveau Moyen-Orient. Donc, ce que nous savons avec certitude, c'est que nous n'avons pas à attendre trop longtemps pour savoir où cela va mener et quels seront les résultats immédiats. Nous avons en fait moins de 2 semaines. En attendant, nous aurons des rapports et estimations quotidiens, parfois contradictoires. Le brouillard du cessez-le-feu dépassera celui de la guerre. Nous entendrons de nombreuses évaluations dans les jours à venir, c'est certain. Mais il n'est pas nécessaire de s'énerver, d'être déçu ou même excité. Au final, nous saurons où cela mène. Il y aura des doutes et des critiques de la gauche comme de la droite, chacun pour ses propres raisons. Nos dirigeants, Netanyahou et Trump, qui gèrent ces événements complexes, seront critiqués et remis en question, car il n'y a rien de nouveau sous le soleil. Nous venons tout juste de conclure la fête de Pessah cette semaine, et c'est incroyable de voir comment le caractère humain se révèle alors comme aujourd'hui. En observant le voyage de l'Égypte à la terre promise, une chose était incroyable. Le peuple se plaignait à chaque étape, de l'eau, de la nourriture, du danger, des dirigeants et même de la direction même du voyage. À chaque difficulté sur la route, ils répétèrent la même chose. Pourquoi nous avoir amenés ici? Pourquoi ne sommes-nous pas restés là où nous étions? Qui t'a nommé chef? Peu importait que, quelques jours auparavant, Dieu lui-même, lui, et non un ange, lui, et non un séraphin, les ait fait sortir avec des colonnes de fumée et de feu et une fureur épique, ils se plaignaient quand même. Peu importait qu'ils venaient de traverser la mer, peu importait qu'ils étaient nourris depuis le ciel, peu importait qu'ils étaient guidés vers quelque chose de meilleur. Au moment où la situation est devenue pénible, le peuple s'est retourné contre Moïse et Aaron. Je veux dire qu'il n'y a rien de nouveau dans cette dynamique. La pression publique, la peur du public, la frustration du public, tout cela retombe toujours sur les dirigeants qui portent la responsabilité. C'est arrivé à Moïse, c'est arrivé à tous les dirigeants qui ont dû prendre des décisions en pleine incertitude. Aujourd'hui, le même schéma se répète. Les dirigeants décident en temps réel. Des décisions concernant la guerre, les cessez-le-feu, la stratégie, le moment choisi et le public réagit comme les Israélites dans le désert. Pourquoi cela? Pourquoi maintenant? Pourquoi pas le résultat que nous avions imaginé? Donald Trump aux États-Unis et Benjamin Netanyahou en Israël sont vivement critiqués pour des décisions prises sous pression. Et que les gens soient d'accord ou non avec ces décisions, ce schéma lui-même est ancien. Le peuple exige de la clarté avant que l'histoire ne soit terminée. Mais la Bible enseigne autre chose aussi.
Malgré les plaintes, malgré la peur, malgré la pression, Moïse l'a emporté. Pas parce que le peuple l'a toujours soutenu, ce n'était pas le cas. Moïse n'était pas parfait. Il avait ses défauts, mais il croyait. Et parce que la mission avait une direction, un but, et il y est resté fidèle. Et oui, Dieu lui est réellement apparu, donc croire était beaucoup plus facile pour lui. Et c'est un message inscrit dans ce moment. Le leadership n'est jamais jugé au milieu du désert. Il est jugé à la fin du voyage. Le public peut râler, remettre en question et douter du processus. Mais ceux qui tiennent bon et ceux qui les soutiennent constatent souvent que le résultat paraît très différent une fois que la poussière est retombée. Nous avons déjà vécu cela, et l'histoire montre que le chemin à travers le désert est toujours bruyant, mais mène quelque part. Pour conclure, je veux vous laisser avec cette simple vérité. Le voyage de l'Égypte à la terre promise n'a pas été direct. Ce n'était ni calme ni ordonné. Il était rempli de plaintes. Chaque difficulté devenait une raison de douter. Chaque retard devenait une crise. Chaque épreuve devenait une accusation. Moïse est resté fidèle à sa mission et a guidé un peuple parfois réticent. Les gens cherchent de la clarté avant la fin de l'histoire. Ils veulent la terre promise sans le désert. Des figures comme Donald Trump aux États-Unis et Benjamin Netanyahu en Israël font face au même vieux schéma. Un examen minutieux de la frustration, des doutes et la pression émotionnelle d'une nation réclamant une résolution rapide. Moïse n'était pas aussi éloquent que quelqu'un d'autre que nous connaissons, mais son message était clair. La leçon du désert est la suivante. Le leadership n'est pas jugé au milieu du voyage, il est jugé à la fin. Moïse a triomphé, non pas parce que le peuple l'a toujours soutenu, mais parce que la mission avait une direction et qu'il a refusé de l'abandonner. Et ceux qui se sont tenus à ses côtés, qui ont compris la longue trajectoire de l'histoire, ont vu la promesse s'accomplir. Alors, tandis que nous traversons notre propre époque, avec son vacarme, sa pression, son impatience, souvenez-vous, le désert a toujours été bruyant, mais il n'a jamais arrêté le voyage. Et tout comme Moïse a tenu bon, les dirigeants d'aujourd'hui qui restent fidèles à leur mission tiendront eux aussi. Et ceux d'entre nous qui les soutiennent, nous atteindrons la terre promise. Merci de m'avoir rejoint ici dans l'émission Straight Up depuis les studios JNS TV à Jérusalem, en Israël. Je vous retrouve la semaine prochaine.